Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et notamment sur les monétaristes, nous allons voir Karl Brunner. Karl Brunner, 16 février 1916, 9 mai 1989, est un économiste suisse. Biographie. Karl Brunner est né à Zurich le 16 février 1916. Il étudie l'économie à l'université de Zurich et à London School of Economics et obtient un doctorat de l'université de Zurich en 1943. Il quitte la Suisse en 1949 pour occuper un poste de chercheur, invité à l'école College Commission de l'Université de Chicago. Avec une bourse de 2 ans, il déménage à Los Angeles en 1951 pour commencer une carrière universitaire à l'Université de Californie, où il passe de professeur adjoint à professeur associé et à partir de 1961 à professeur titulaire. En 1966, il est nommé professeur à l'Université d'État de l'Ohio avant de rejoindre l'Université de Rochester en 1971. Dans les années 1970, il retourne fréquemment en Europe alors qu'il a accepté un poste de professeur à l'université de Constance en Allemagne, 1969-1973, puis à l'université de Berne en Suisse, 1974-1985. En 1979, Brunner est nommé professeur d'économie. Fred H. Gowen à l'université de Rochester, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort le 9 mai 1989. Au cours de sa carrière professionnelle de 43 ans, Karl Brunner a écrit 87 articles de revues, 4 livres édités ou coédités, 36 volumes, contribué à 71 articles, à des livres, des volumes, des conférences et des audiences du Congrès, et laissé derrière lui 12 articles non publiés. Il a fondé 2 grandes revues universitaires, à savoir le Journal of Money, Credit and Banking et le Journal of Monetary Economics. Il est également à l'origine des réunions de Constance, d'Interlaken et de Carnegie Rochester, ainsi que de Shadow Open Market Committee 1973, toujours avec Meltzer. Pour commémorer son 100e anniversaire, la Banque nationale suisse a lancé la série de conférences de l'honorable Karl Brunner en 2016. La première conférence fut donnée par Kenneth Rogolf à Zurich. Maintenant, le monétarisme. Karl Brunner a introduit en 1968 le terme monétarisme dans le vocabulaire courant de l'économie. Fondamentalement, Brunner a conçu le monétarisme comme l'application de la théorie des prix relatifs à l'analyse des agrégats dans son entretien avec Arjo Klammer. Il a notamment affirmé que le principe de base du monétarisme est la réaffirmation de la pertinence de la théorie des prix
pour comprendre ce qui se passe en économie des agrégats. Notre point fondamental est que la théorie des prix est un paradigme crucial, en fait, le seul paradigme que les économistes ont. Clamer, 1984, page 183. Cette conception particulière du monétarisme semble étroitement liée à l'expérience de Brunner, à l'ULCLA. Le plus pénible a d'ailleurs été la rencontre avec un groupe d'économistes appliquant systématiquement l'analyse économique, c'est-à-dire la théorie des prix, aux problèmes sociaux de notre monde. Les confusions qui en résultaient ont créé un terrain fertile pour le bon environnement. Et l'UCLA, au début des années 1950, était pour moi le bon endroit. La discussion permanente avec un esprit subtil. L'impact d'un philosophe lucide, des sciences, Reichenbach, et la chance d'interroger des étudiants déterminés. Alan H. Melsmer, Tibor, Fabian, plus tard Jerry Jordan et d'autres, a dispersé les brouillards intellectuels et structuré progressivement ma réflexion sur l'économie et son rôle dans nos efforts pour comprendre le monde. Brumer, 1980, page 403. De même, à la question « Qu'en êtes-vous devenu monétariste ?» Brunner a répondu « Rétrospectivement, je trouve très intéressant de retracer la question dans mes discussions avec Alkian. » Clamer, 1984, page 182. Plus précisément, Brunner considère que la proposition majeure caractérisant la vision monétariste peuvent être organisées en 4 groupes. Ces groupes portent sur les descriptions du mécanisme de transmission, les propriétés dynamiques du secteur privé, la dominance et la nature des impulsions monétaires et la séparation des agrégats et des forces d'allocation. Brumer, 1970, page 2. Maintenant, passons à la transmission de la politique monétaire. Dans la citation ci-dessus, ainsi que dans d'autres récits de principales propositions caractérisant le monétarisme, Karl Brunner a systématiquement mentionné en premier lieu le mécanisme de transmission de la politique monétaire. Selon Brunner et Alan Melsmer, 1976, un mécanisme de transmission monétariste est tel que les variations de monnaie modifient les prix relatifs et amorce un processus de substitution qui se propage sur les marchés pour les titres de capital existants, les prêts et la production courante, page 97. Le rôle central joué par les mouvements de prix relatifs a conduit Brunner à utiliser indifféremment les termes processus de transmission et processus de prix relatif. Il en a fait perçu le mécanisme de transmission comme une application appropriée de la théorie des prix relatifs pour expliquer les fluctuations de la production et de l'emploi. Brumer, 1968, page 18. Plus précisément, le mécanisme de transmission de la politique monétaire envisagé par Brunner et Melzer repose sur le comportement relatif de 2 prix. Premièrement, le prix des actifs réels existants, noté P,
qui est en fait le prix du capital réel existant. Deuxièmement, le prix de la production noté P, qui est le prix de l'élément utilisé à la fois pour la construction de nouveaux capital réel et à des fins de consommation. De plus, Brunner et Melzer ont supposé que les coûts d'acquisition de l'information sont moins élevés sur les marchés des actifs que sur le marché de la production. En conséquence, la vitesse d'ajustement de P en réponse au choc est supérieure à celle du petit p. Une augmentation du taux de croissance de la masse monétaire implique donc une augmentation du rapport P sur le petit p. Cela signifie que le prix du nouveau capital a chuté par rapport au prix du capital existant, stimulant l'investissement privé, c'est-à-dire la production de nouveau capital. Par ailleurs, une hausse du ratio grand P par rapport au petit p génère également un effet de richesse positif sur une augmentation de la consommation privée. Par conséquent, une politique monétaire expansionniste augmente chaque composante des dépenses agrégées privées par une augmentation du grand P par rapport au petit p. Il est à noter que ce mécanisme est proche de celui mis en place par James Tobin, le soi-disant Tobin's Q, en 1969. L'origine de l'argent. En 1971, Karl Brunner et Alan Meltz ont livré une analyse de l'origine de la monnaie comme moyen d'échange. L'essentiel de l'explication qui y est présentée a d'abord été exposé dans un article publié en 1964 dans le Journal of Finance. Brunner et Meltz, 1964. L'ingrédient crucial est l'absence d'informations parfaites sur la qualité des biens que les ménages cherchent à acheter. La recherche d'informations sur la qualité des produits implique certains coûts dont le montant diffère considérablement selon les produits. Dans ce contexte, les biens avec les coûts d'information comparativement inférieurs pour la plupart des ménages émergeront comme des moyens d'échange, là où la connaissance des opportunités du marché et des quantités de biens n'est ni gratuite à obtenir ni uniformément distribuée. L'utilisation de la monnaie comme moyen d'échange réduit le coût en ressources d'échange. Pour les particuliers, l'argent remplace l'investissement dans l'information et le travail alloué à la recherche. En utilisant l'argent, les individus réduisent la quantité d'informations qu'ils doivent acquérir, traiter et stocker, et ils réduisent le nombre de transactions dans lesquelles ils s'engagent pour échanger leur dotation initiale contre des paniers de biens optimaux. Politique monétaire et défense des règlements de croissance monétaire. Dans les années 1960, Karl Brunner, en grande partie d'accord avec Milton Friedman, considérait que la littérature alors populaire sur la politique optimale dans laquelle le décideur a une connaissance complète des relations structurelles relatives à l'économie et un ensemble de variables objectives qui entrent dans la fonction d'utilité sociale, a marqué point essentiel du problème politique du monde réel, en collaboration avec Alan Meltzer. Brunner a proposé un cadre analytique intitulé « Objectifs et indicateurs de politique monétaire » dans lequel la politique monétaire pourrait utilement être discutée et critiquée.
Pour reprendre les termes de Brunner et de Melzer, 1969, le problème de la sélection d'un indicateur de politique monétaire équivaut au problème de trouver une échelle qui nous permette de faire des déclarations fiables, comparant l'orientation des diverses combinaisons de politique. Dans les conditions de connaissance complète, le problème des indicateurs est totalement trivial. Dans ce cas, en effet, la poussée de toute combinaison de politique sur n'importe quelle variation peut toujours être calculée avec une précision absolue. Dans l'incertitude, cependant, les choses sont différentes. Par exemple, Brunner et Melzer ont montré que dans leur cadre, le comportement des réserves libres, c'est-à-dire un guide largement déployé sur l'orientation de la politique monétaire dans les années 60, n'était pas une fonction monotone liée au resserrement ou au relâchement de la politique conçue en ces termes. Par conséquent, si fier c'était courir le risque de mal interpréter la position de la politique, la rendant peut-être procyclique. Karl Brunner a ensuite défendu des règles de croissance monétaire du type proposé par Milton Friedman. Il est devenu convaincu que la politique discrétionnaire fournisse parfois des phases de stabilité et de croissance, et telles que des phases de dépendance, dépendent essentiellement des constellations politiques transitoires. Ainsi, la nature de l'ordre monétaire et non les actions spécifiques au sein du régime discrétionnaire est apparue ces dernières années comme la question centrale d'un problème politique plus fondamental. En conséquence, il existe un avantage évident d'un ordre monétaire basé sur une croissance monétaire constante. Maintenant, nous allons voir la critique de l'économie walrasienne. Peu de temps avant de mourir, Karl Brunner a défini le monétarisme comme un programme classique d'une tradition non walrasienne. L'économie walrasienne serait notamment incapable de rendre compte de l'émergence de nombreuses institutions et notamment de la monnaie. Le paradigme walrasien fondé sur l'absence d'information et de coûts de transaction omet nécessairement tous les phénomènes sociaux conditionnés par le fonctionnement de tels coûts, avec une information complète et en l'absence des frais de transaction. Il n'y a aucune raison pour que l'argent se produise sur les intermédiaires financiers et aucune justification pour de nombreuses autres institutions. Des problèmes importants de notre réalité monétaire et financière restent inaccessibles. Parmi les économistes néo-walrasiennes, Karl Brunner s'est concentré sur les auteurs de New Classical Macroeconomics. Un premier critique adressé concerne l'hypothèse des anticipations rationnelles. Selon cette hypothèse, les gens sont supposés connaître les règles de la politique utilisée par les autorités monétaires et avoir des connaissances détaillées sur la structure de l'économie, y compris la taille et le moment de réponse aux chocs de divers types. Ces hypothèses rendent les modèles analytiquement traitables, mais pris au pied de la lettre, ils déforment la vision de l'économiste du problème politique en ignorant incertitude, une connaissance incomplète de la structure de l'économie et des coûts d'acquisition des informations, et en réduisant l'incertitude. Une deuxième critique
critique adressée par Brumer au NCM concerne le concept intertemporel d'équilibre. J'ai aussi de fortes réserves sur les aspects cruciaux de leurs approches d'équilibre. À la question, alors, qu'est-ce qui va pas avec les nouvelles économies classiques, Brumer répondit: leur interprétation de l'analyse d'équilibre me paraît douteuse. Ce type spécifique d'analyse d'équilibre implique que tous les prix s'équilibrent par rapport à toutes les réalisations de choc. En conséquence, NCM ne peut pas expliquer la non-réponse déplorée des prix aux conditions actuelles. J'en ai terminé et je vous en remercie.